Alors bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de faire cette première vidéo sur un algorithme de machine learning que j'estime incontournable, c'est-à-dire XGBoost. Alors si vous utilisez XGBoost et que vous ne connaissez pas bien son fonctionnement intime, alors cette vidéo elle est vraiment faite pour vous. Donc on va parcourir ensemble ce document que j'ai fait en consolidant toutes les idées importantes pour bien comprendre cet algorithme. Ce document, vous pouvez le télécharger gratuitement. Il suffit d'aller voir le lien que j'ai mis dans la description de la vidéo. Vous suivez les instructions et vous pouvez avoir ce document dans la minute dans votre boîte mail. Donc la setup de matière du document. Alors, déjà, premier élément de contexte pour rappeler ce qu'est XGBoost. Donc XGBoost, ça veut dire Extreme Gradient Boosting. Donc c'est un algorithme de machine learning qui date de 2015, je crois, et qui est régulièrement en tête des compétitions Kaggle. Là, j'ai mis des références de benchmark qui montrent que cet algo est vraiment performant. Donc aussi bien en training, où il apprend vraiment vite, mais aussi en inférence dans ses capacités de prédiction. Alors, pourquoi ce document? En fait, quand j'ai commencé à utiliser cet algorithme, je voulais comprendre comment il marchait parce que les résultats étaient tellement bluffants que je trouvais important de comprendre ce qu'il y a derrière. Et en fait, les ressources qui expliquent clairement ce que l'algo fait, elles ne sont pas si nombreuses que ça, quoi. Bon, mis à part aller lire le code source, voilà. Donc, j'ai commencé un petit peu à me renseigner et au fur et à mesure, j'ai consolidé toutes les idées intéressantes dans ce document. Voilà, donc, alors, je me permets juste à ce niveau d'insister sur un point. Pour un data scientist, comprendre un algorithme est vraiment important. Il ne suffit pas de savoir aligner 4 lignes de code trouvées dans un dépôt Git ou sur un blog quelconque. Il faut aussi vraiment comprendre finement le fonctionnement d'un algorithme si on veut le maîtriser et si on veut pouvoir sortir le maximum de ce que l'algorithme permet de faire, quoi. Donc c'est vraiment important. Intéressez-vous aux algorithmes, intéressez-vous à ce qu'il y a derrière, aux mathématiques, aux concepts qu'il y a derrière. C'est vraiment important pour votre carrière. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce document? Les notions à bien comprendre sur les algorithmes de type boosting dont fait partie XGBoost. Donc là, on fera une partie un tout petit peu générique. Ensuite, on va aussi voir les principes mathématiques. Donc les principes mathématiques qui permettent de bien comprendre l'algorithme. Alors, on n'est pas sur des maths très compliquées, hein. On est au niveau lycée. Voilà. Ensuite, on verra comment utiliser cet algorithme pour faire de la régression ou de la classification. On verra les deux cas de manière séparée. On verra aussi des exemples numériques où on va construire ensemble des modèles quasiment à la main, aussi bien pour la partie régression et la partie classification. Donc là, l'application numérique va vous permettre de vraiment bien comprendre comment l'algorithme fonctionne et comment il est construit. Et ensuite, on verra quelques éléments, quelques notions importantes qui sont spécifiques à XGBoost et qui constituent un petit peu son secret, sa secret sauce, et qui expliquent toute sa puissance. Ok, alors c'est parti. Donc XGBoost, c'est un algorithme de machine learning pour de l'apprentissage supervisé, donc utilisé pour la régression et la classification. Donc il fait partie des algorithmes de ensemble learning, car constitué d'une suite d'arbres binaires. Alors là j'ai un schéma. Voilà. Donc ces arbres seuls ne sont pas très performants. Sont des weak learners, mais ensemble, ils forment une super équipe et vraiment ils déchirent tout, quoi. Donc pourquoi XGBoost est vraiment puissant? En fait, il intègre des principes assez subtils de régularisation,
ce qui lui permet d'être vraiment très bon dans la généralisation et de ne pas faire du surapprentissage et de l'overfitting. Et heureusement qu'il a ça, parce que les arbres binaires peuvent facilement faire du surapprentissage. Il sait gérer aussi nativement les valeurs manquantes sans dégrader la performance globale. Et il sait aussi également apprendre sur des gros volumes de données grâce à des simplifications astucieuses. Donc on l'a vu juste avant que dans la phase de training, il peut apprendre très très vite par rapport aux autres algorithmes. Donc là, effectivement, on revient un petit peu au schéma global qu'on a vu juste avant. Donc on a une série d'arbres binaires classiques. Ici, l'entrée XI que l'on doit tester, elle est passée dans chacune des arbres, dans chacun des arbres, et on a un résultat pour chaque arbre suivant la feuille où on arrive dans l'arbre. Et à la fin, on obtient la prédiction finale, régression classification, en sommant toutes les valeurs YI que l'on a trouvées. Donc voilà, c'est ce qu'on a dans cette expression mathématique. Pour avoir la prédiction finale, on fait la somme de toutes les valeurs trouvées pour chacun des arbres que l'on a passé. Donc en fait, ce schéma permet de comprendre pourquoi cet algo est appelé gradient boosting. En fait, on a en effet un résultat qui s'améliore de proche en proche après chaque passage dans les arbres. Donc c'est un peu le même principe qu'une descente de gradient qui permet de s'approcher du minimum d'une fonction coût à chaque étape. Voilà. Donc ça explique le nom de ce type d'algorithme gradient boosting. Ok. Maintenant passons sur la phase d'apprentissage. Donc quand l'algo construit son modèle à partir des données d'apprentissage, il doit savoir en fait s'il va vers le bon sens ou pas. Il doit savoir si effectivement il s'améliore au fur et à mesure de l'apprentissage. Donc pour savoir si on est bien dans le bon sens, donc on définit une fonction objectif qui va donner l'écart entre ce qui est obtenu et ce que l'on va obtenir. Dans le cas de XGBoost, la fonction objective va aussi comprendre un terme qui est lié à la complexité du modèle pour empêcher l'algorithme d'apprendre les données par cœur et être bon dans la généralisation. Donc on a vu tout à l'heure que les arbres binaires pouvaient en fait apprendre les données par cœur, et donc dans ce cas-là, on aura beaucoup de mal à avoir des bons résultats dans la phase de généralisation. Donc c'est pour ça qu'il est important d'apporter ces éléments pour réduire la complexité du modèle. Donc pour la fonction loss, la loss function, donc pour rappel, donc c'est l'écart entre les résultats obtenus et les résultats prédits. Donc en fait, il existe beaucoup de fonctions possibles. Par exemple, on peut citer la méthode des moindres carrés, ou pour la régression, ou alors la cross-entropy pour la classification. Donc, de manière évidente, si jamais ces fonctions valent 0, ça veut dire que les résultats correspondent aux valeurs attendues, quoi. Et plus on va vers 0, et meilleur on est dans l'apprentissage de l'algorithme. Voilà. Sur la partie pénalisation, donc qui est l'autre terme de la fonction objectif, on va regarder en fait deux composantes pour chacun des arbres. Donc on va regarder sa complexité en comptant en fait le nombre de feuilles qu'a l'arbre. Donc plus un arbre a de feuilles et plus il est complexe. Et remarquez bien qu'ici on parle du nombre de feuilles et non pas du niveau de l'arborescence des arbres. Il y a des algorithmes où on limite le niveau d'arborescence des arbres. Ici, c'est pas le cas, on limite vraiment le nombre de feuilles. Donc, voilà, ce sont des choses un peu vraiment différentes. Voilà, et on va aussi regarder la force de la précision de l'arbre, en empêchant que les valeurs que l'on obtient au niveau de chaque feuille soient trop élevées. Voilà. Donc si on revient sur le schéma juste avant, là,
Voilà, j'y suis. Donc d'une part, sur la partie donc régularisation qui va empêcher un arbre d'être trop complexe, on va faire deux choses. On va limiter le nombre de feuilles. Donc là, on a typiquement sur cet exemple, on a 3 feuilles, une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles. Et on va éviter que les valeurs que l'on trouve dans chacune des feuilles soient des valeurs qui soient trop importantes. Donc le fait d'intégrer ces éléments de régularisation, donc c'est vraiment une grande force, hein, c'est une grande force de l'algorithme XGBoost. Alors, donc on a donc deux termes, et ces deux termes sont modulés par des hyperparamètres, gamma et lambda. Donc les hyperparamètres, ça veut dire que ce sont des paramètres qui ne sont pas appris lors de la phase d'apprentissage, ce sont des paramètres qui sont donnés en entrée par l'utilisateur. Plus ces paramètres sont élevés, et plus la régularisation sera importante. Si jamais on n'en veut pas, effectivement, on met lambda égale à 0 et gamma égale 0, et dans ce cas-là, on n'aura pas de régularisation, et on ne pourra pas empêcher le modèle d'être complexe. On verra dans le détail l'impact de ces paramètres dans les équations que l'on va obtenir. Ok, donc maintenant si on regarde globalement la forme de la fonction objectif, donc on remarque donc il y a ces deux termes, et en fait on remarque qu'il y a plusieurs difficultés. Donc la principale difficulté, c'est qu'on a une intrication, je dirais, de cette fonction sur en fait deux dimensions différentes. Une dimension qui suit les données, donc là on a une somme sur les instances, et on a aussi une dimension sur les arbres qui constituent le modèle. Voilà, donc on a ici une somme sur toutes les instances pour voir si on est loin des valeurs prédites, si les valeurs prédites sont loin des valeurs attendues, pardon, et une somme sur l'ensemble des arbres pour mesurer la complexité de ces arbres. Alors la difficulté, c'est que si on veut pouvoir utiliser cette fonction de manière itérative pour construire le modèle, arbre après arbre, il faut pouvoir exprimer un peu différemment cette fonction. Alors c'est ce qu'on va regarder maintenant. On va regarder comment on peut réécrire cette fonction. Et donc pour moi, c'est vraiment la partie un petit peu complexe de cet algorithme qu'il faut bien comprendre dès le départ. Cette partie qui effectivement est un peu complexe et qui est généralement assez mal exprimée, assez mal expliquée. Bon, alors si vous restez avec moi sur cette partie, je pense que vous pourrez comprendre ensuite les rouages de l'algorithme en profondeur. Ok. Alors déjà, on peut réécrire la fonction en se servant du fait que la valeur prédite s'obtient de proche en proche, en sommant au fur et à mesure les résultats que l'on obtient avec chacun des arbres. Voilà, donc c'est ce qu'expriment ces différentes équations. Donc on peut dire qu'à l'itération, par exemple, à l'itération t, on a le résultat obtenu en sommant toutes les itérations avant t-1 plus l'arbre que l'on a en t. Et donc, si on reprend ce principe-là, la fonction objective peut s'écrire de cette façon en remplaçant l'expression que l'on avait sur la prédiction à l'étape t. Donc la prédiction à l'étape t, on l'écrit comme étant la somme des prédictions qu'on a obtenues jusqu'en t-1 plus la somme, enfin plus la prédiction que l'on obtient à l'étape t. Voilà. Donc en fait, à l'étape t, minimiser la fonction va consister à minimiser deux termes. Un premier terme qui est phi de t, donc qui est le résultat de l'arbre à l'instant t, et la complexité de l'arbre t. Alors pourquoi on dit ça ? Parce que on peut utiliser un raisonnement par récurrence en supposant que
la minimisation, elle est déjà faite à l'étape T-1. Ce qui fait qu'à l'étape T-1, ben, comme c'est minimisé, c'est constant. Donc, il suffit de minimiser ce que l'on a à l'étape T pour pouvoir minimiser le global à l'étape T. Donc, ce premier raisonnement permet du coup de construire un raisonnement itératif de proche en proche pour chacun des arbres. Alors l'autre astuce que l'on va utiliser, c'est la formule de Taylor. Alors la formule de Taylor, c'est assez classique et elle est massivement utilisée dans l'optimisation des modèles en machine learning. Donc l'utilisation de la formule de Taylor va permettre de transformer n'importe quelle fonction au voisinage d'un point en une expression polymoniale, faisant intervenir les valeurs de ces dérivés à des ordres différents proches de ces points. Donc on regarde ce que ça veut dire. Si vous avez un petit peu oublié l'expression de la formule de Taylor. Donc voilà, on a bien une expression, on peut donc exprimer chaque fonction en une somme de polynômes en se servant à chaque fois des dérivées première, seconde et n de cette fonction au point que l'on veut approximer la fonction. Donc on va utiliser ce principe pour réécrire la fonction objectif à l'itération t. Donc pour rappel, on avait obtenu ça juste avant. Et si on applique la formule de Taylor sur cette expression, on obtient cette formule. Voilà. Donc on a l'expression de la perte jusqu'à l'étape t-1, et ensuite on a l'utilisation des dérivées première et seconde, donc g pour le gradient dérivée première et h pour escient pour la dérivée seconde de la fonction perte par rapport à la valeur obtenue en t-1. Alors en faisant cela, on fait dépendre la fonction loss, la fonction de perte, la fonction loss, que jusqu'à l'itération t-1. Voilà. Ça c'est plutôt intéressant et on va comprendre juste après pourquoi c'est intéressant. Donc ensuite, si on revient sur l'objectif premier qui est de minimiser la fonction objectif, la fonction objectif à l'itération t, donc on obtient cette expression. Et là, il y a quelque chose qu'il faut voir, c'est que on peut simplifier encore cette expression si on suppose que les valeurs à l'itération t-1 sont optimales et donc constantes. Donc typiquement, cette partie-là, cette valeur-là va disparaître. Comme elle est constante, elle ne fait pas partie des valeurs optimisées pour retrouver le minimum. Donc en fait, on va obtenir cette expression-là. Et ce qu'on peut retenir, c'est que le développement de Taylor nous aide du coup à simplifier grandement ce que l'on doit optimiser à l'itération t. Donc là, on voit bien que à l'itération t, l'expression ne dépend que de la dérivée première, donc le GI, et de la dérivée seconde de l'itération t-1, plus effectivement des éléments qui concernent la complexité du modèle. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va développer ces différentes sommes. Donc cette expression-là devient cette expression-là en développant la somme. Et là, on est un petit peu coincé. On est un petit peu coincé, on est un petit peu en difficulté, car on a des sommes qui ne portent pas sur les mêmes objets. Donc il va falloir qu'on trouve un raisonnement pour renverser ces sommes. Donc en fait, ça veut dire ça, renverser les sommes, plutôt de faire d'abord une somme sur les instances et après une somme sur les arbres, on aimerait faire d'abord une somme sur les arbres et après une somme sur les instances, pour pouvoir avoir tout sur ces trois sommes qui portent sur les mêmes sommes. Donc en fait, pour pouvoir faire ça, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de faire une boucle sur chaque instance et de voir l'impact de cette instance sur chacun des arbres,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord regarder pour chaque arbre où passe chacune des instances, donc autrement dit, quelle feuille de l'arbre est trouvée. Ça permettra de renverser les sommes et de pouvoir factoriser. Donc en fait, ça revient à cette expression. Donc plutôt que de regarder d'abord les instances, on va d'abord regarder pour chacune des feuilles de l'arbre, quelles sont les instances qui passent par cette feuille de l'arbre. On va les sommer. Donc là, on sommera pour chacune de ces instances les gradients qui passent par cette feuille. Et ensuite, on pourra sommer sur l'ensemble des instances. Donc là, on a gagné ce renversement de somme. Donc plutôt que de sommer sur les instances, on va sommer sur les feuilles des arbres. Je répète, ces deux expressions sont complètement équivalentes. Sont deux façons différentes d'écrire les mêmes choses. Donc on fait cette chose-là pour les gradients, on fait cette chose-là pour les dérivés d'ordre 2, en remplaçant dans l'expression globale de la fonction loss. Je rappelle qu'on est en train de calculer la fonction loss au global pour l'itération t. Donc on obtient ces expressions-là. Et donc on va pouvoir factoriser sur chacune des feuilles de l'arbre. Et on obtient donc cette expression-là. Donc grâce à cette expression, on va pouvoir calculer la valeur optimale de W qui minimise le coût global de l'arbre T. Alors, pour pouvoir le faire, de manière classique, il suffit de calculer le gradient pour chaque W et de voir quelle valeur annule ce gradient. Et donc cette valeur sera la valeur qui minimise la fonction. Donc c'est cette équation que j'ai formalisée. Alors, ici on voit que cette fonction elle est différenciable, elle est continue et elle est convexe, donc on n'a pas de difficulté puisque l'utilisation de l'approximation de Taylor à l'ordre 2 nous a donné un polynôme d'ordre 2 qui a toutes les bonnes propriétés. Alors il faut voir là aussi que le gradient dont on parle, c'est un vecteur de dimension qui est égal au nombre des feuilles de l'arbre. Ce qu'on va vouloir estimer, c'est le gradient par rapport à chaque paramètre, à chaque résultat donné par chacune des feuilles de l'arbre. Donc si on calcule le gradient par rapport à la feuille WJ de la feuille J, en fait tous les termes de la somme qui ne comportent pas J vont être nuls puisqu'elles ne dépendent pas de WJ. Donc c'est ce qu'on a marqué ici. Et donc cette somme un peu complexe va devenir cette expression qui sera relativement simple. Donc par rapport au paramètre WJ, il faut que cette expression soit égale à 0. Et donc, en plus, comme gamma t ne dépend pas de WJ, gamma t c'est uniquement le nombre de feuilles, modulé par gamma, donc on obtient cette expression-là, et donc on obtient ici la valeur optimale de WJ, donc qui est la valeur donnée par la feuille J de l'arbre T. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que cette valeur ne dépend que des dérivées première et seconde de la fonction loss, ainsi que de l'hyperparamètre lambda. Et on voit bien que lambda est bien là pour limiter la valeur de WJ, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Plus lambda est grand, plus le dénominateur sera grand, et donc plus WJ sera petit. Bon, ensuite, en réinjectant dans la valeur, dans l'expression globale de la valeur de L de t, qui est la valeur du coût global pour l'arbre à l'itération t, voilà, on fait les différents calculs, voilà, et on obtient cette valeur-là. Voilà. Donc à ce niveau, on a des expressions génériques permettant d'identifier la valeur optimale des feuilles pour chaque arbre. Et ces expressions sont en fonction des dérivées première et seconde de la fonction loss qui a été choisie initialement, et des hyperparamètres gamma et lambda. Alors voilà, faisons un récapitulatif des équations mathématiques importantes. Voilà, donc on a ici la valeur globale de chaque prédiction, qui est égale à la somme des valeurs de chacun des arbres. Voilà, on a ici l'expression générique de la fonction objectif, qui est égale à la
fonction loss plus les fonctions de pénalisation. En réécrivant tout ça, on obtient, et en dérivant par rapport au paramètre WJ, on a la valeur WJ optimale pour chacune des feuilles, et la fonction, l'expression de la perte pour chacun des arbres, qui est cette expression-là. Très bien, donc maintenant qu'on a ces éléments-là, on va pouvoir passer un peu dans le concret pour construire ces modèles. On va voir ensemble comment on fait un split quand on construit les arbres du modèle. Donc on va se servir de la formule du coût qu'on a ici. Donc quand on fait un split, on a une feuille initiale qui se transforme en deux feuilles, que j'ai appelées ici feuille de gauche et feuille de droite. Et en fait, ce qu'on va dire, c'est que on va faire un split que si la somme des coûts des deux nouvelles feuilles sera inférieure à au coût de la feuille initiale. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser l'expression que l'on a trouvée pour le coût de chaque feuille. Voilà, donc ça c'est l'expression générale. Donc il faut que la somme des feuilles qu'on vient de construire, la somme des coûts des feuilles que l'on vient de construire soit inférieure à la somme initiale pour pouvoir faire pour que ça vaille le coup de faire ce split. Donc en utilisant cette expression-là, voilà, on obtient cette inégalité. Donc ici, on voit clairement le rôle du paramètre gamma. En effet, plus gamma sera grand, et moins cette inégalité a des chances d'être vraie. Et donc, plus gamma est grand, et plus les chances de faire un nouveau split sera faible. Et en faisant ça, on aura des arbres plus simples, ce qui était effectivement le but premier de la régularisation. Donc, grâce à cette expression, on a maintenant une condition qui va nous permettre de faire un nouveau split. Mais ça nous dit pas quel split effectuer. Donc, pour faire ça, on peut, par exemple, définir un score. Donc, le score, je l'ai défini comme ça. Donc, pour pouvoir faire un split, il faut que ce score soit positif. Et en fait, on peut bâtir un algorithme pour déterminer dans quel cas on a le score qui soit le plus grand possible. Et dans ce cas-là, ce sera le meilleur split à réaliser. Voilà. Je rappelle que ici, un split, c'est quoi? C'est une feature, donc quelle est la variable sur laquelle on va faire le split, et quelle est la valeur de cette variable où on va faire le partage entre la feuille de droite et la feuille de gauche. Donc là, on a toute la mécanique qui permet d'expliquer comment fonctionne l'algorithme globalement. Et donc là, je vous propose de faire l'application pour la régression. Donc voilà, donc je rappelle les formules que l'on a obtenues juste avant. On peut utiliser cette fonction classique des moindres carrés pour le calcul de la perte. Voilà, et si on a cette fonction-là, on peut calculer facilement son gradient. Donc le gradient sera égal à la somme des YI chapeau moins YI. Donc on voit effectivement que c'est égal à 0 si jamais les deux sont égales. Donc c'est bien cohérent. Et la dérivée seconde, ce sera 1. Donc en fait, voilà. Donc la somme pour un HI, c'est directement la somme des instances, quoi. Et si on reporte dans l'expression générale pour WJ et pour la perte d'une feuille, on obtient ces expressions-là. Pour la classification, on va utiliser de manière assez classique la cross-entropie pour calculer la fonction de perte. Voilà, donc là je vous laisse regarder plus précisément les différentes manipulations mathématiques pour calculer aussi bien le gradient que la dérivée seconde. Donc le gradient, on obtient cette formule-là. Voilà, donc on obtient, c'est la somme des YI moins PI. Et le hessien, cela vaut cette expression-là. Voilà. Et donc là, ensuite, vous trouverez toute une
2 applications numériques vraiment détaillées pour que vous puissiez comprendre étape après étape comment tout ça fonctionne. Donc bon, j'ai repris une vidéo qui a été publiée sur ce sujet sur la chaîne SatQuest en prenant les exemples numériques qui avaient été utilisés. Donc là typiquement le but c'est de faire une régression sur l'efficacité d'un médicament en fonction du dosage. Voilà. Donc, et là vous avez l'ensemble des étapes qui permettent de faire les différents calculs avec les différents éléments que l'on a vus juste auparavant, quoi. Donc là on voit quel est le split qui est optimal pour le premier niveau de l'arbre. Donc là vous avez le calcul détaillé des scores qui permettent de déterminer quel est le split optimal. Donc là on a le score qui est le maximum pour le split, le premier split, très bien. Et ensuite on continue cette construction et on voit que pour le deuxième niveau de l'arbre, on aura le split de 2 qui sera le plus performant, quoi. Donc là vous avez l'ensemble des calculs qui sont effectués pour pouvoir faire ces différents choix. Une fois qu'on a ces splits, on regarde quelles sont les valeurs des arbres, des feuilles que l'on peut utiliser. Donc voilà, et ce sont les valeurs que l'on a. Et ensuite, on regarde comment on fait pour continuer à construire le deuxième arbre, et ainsi de suite, en fonction du premier arbre. Et là, sur le cas numéro 2, alors le cas numéro 1, je l'ai pris comme ayant des hyperparamètres lambda et gamma égale à 0. Et là, on prend le cas où on a lambda qui est égal à 1. Je vous rappelle, un lambda, c'est un des hyperparamètres qui pénalisait le modèle sur la norme des WJ. Voilà, et on voit qu'avec lambda égale à 1, on a des valeurs au global qui sont beaucoup plus faibles pour WJ. Voilà. On obtient ces différentes valeurs, et on voit que lambda égale à 1 réduisent les valeurs de WJ. Donc on comprend tout à fait l'impact de ces paramètres de régularisation. Et sur le cas numéro 3, on regarde quel est l'impact du terme gamma. Donc gamma, je vous rappelle, c'est le terme de la régularisation qui pénalise en fonction du nombre de feuilles de l'arbre. Et on voit que dans ce cas-là, effectivement, plus gamma est fort et plus le score est faible. Et dans ce cas-là, on aura moins de chances de faire un nouveau split. Et dans ce cas-là, ça réduit la profondeur de l'arbre. Donc même chose, le même exercice est fait pour la classification. Voilà, donc je vous laisse regarder dans le détail ces différents calculs. Et franchement, je vous invite vraiment à les regarder dans le détail parce que ça permet vraiment de bien comprendre le fonctionnement de l'algorithme, l'impact des différents paramètres que l'on peut spécifier, et ça permettra après pour vous d'être vraiment à l'aise lorsque vous utiliserez ces algorithmes et lorsque vous chercherez à optimiser en fonction de vos données que vous devez regarder. Voilà, et ensuite ce que j'ai donné là comme élément, c'est le learning rate. Donc c'est pour expliquer aussi que dans le cas classique dans le cas classique des machine learning, lorsque l'algorithme est en phase d'apprentissage, on peut spécifier un learning rate qui va en fait quelque part retarder la convergence de la prédiction vers le résultat attendu. Et ça permet encore une fois de ne pas être trop rapide sur la convergence et surtout d'éviter un surapprentissage du modèle par rapport aux données que l'on a en training. Voilà, donc dans le cas de XGBoost, cette valeur s'appelle eta. Sur la partie recherche des splits, donc on a vu que pour rechercher quel est le split optimal, on peut effectivement être assez bourrin et regarder pour l'ensemble des features et pour l'ensemble des valeurs de ces features quelle est la séparation qui va avoir le meilleur score.
Donc ça peut être effectivement très très gourmand en calcul si jamais le dataset est important pendant la phase d'apprentissage. Et en fait, les auteurs de XGBoost proposent en fait une solution qui permet d'optimiser cette phase et de travailler plutôt en quantile. Alors, j'explique rapidement. Imaginons qu'on a effectivement 500 000 valeurs différentes à regarder, donc ça ferait beaucoup de calculs à faire. Ce qu'on peut plutôt faire, c'est de dire, ben voilà, on va partager ces 500 000 valeurs en 33 paquets qui seront égaux. Et en fait, on va faire le calcul du score sur la frontière de ces 33 paquets. Donc ça permet effectivement de diminuer drastiquement le nombre de calculs à faire pour déterminer le split optimal. Et les auteurs montrent que c'est une optimisation qui est complètement pertinente et qui permet d'avoir des résultats qui sont plutôt très bons, quoi. En tout cas, quelque part, le fait que l'on n'ait pas forcément le split optimal, puisque comme on fait un split par paquet, il y a très peu de chances que l'on obtienne effectivement le split optimal, mais c'est pas très grave, cela permet quand même au global d'avoir des résultats qui sont très bons. Voilà, et pareil pour les valeurs manquantes, ça peut être un gros problème hein, si on a des jeux de données sur lesquels on a des valeurs qui sont manquantes lorsque on fait l'apprentissage. Puisque derrière on doit peut-être faire de l'imputation et remplacer, alors soit supprimer les valeurs manquantes du jeu de données, soit les remplacer par des choses comme la moyenne ou je ne sais quoi. XGBoost, lui, sait très bien gérer les valeurs manquantes. Ce qu'il va faire, c'est que si jamais il est en train de tester donc, le score sur une feature, sur une colonne sur lequel il manque des données, donc ce qu'il va faire, c'est que il va faire deux paquets en fait. Il va faire un premier paquet. En fait, il va exclure toutes les instances sur lesquelles cette valeur est manquante. Okay. Il va regarder sur les valeurs qui ne sont pas manquantes, il va regarder quel est le split qui est optimal. Très bien. Et ensuite, il va voir où placer les valeurs manquantes. En fait, ce qu'il va dire, c'est que pour chacune des valeurs manquantes, on va suivre l'arbre par défaut, on va suivre la direction de l'arbre, une direction par défaut de l'arbre, soit à droite, soit à gauche. Et pour déterminer si c'est à droite ou à gauche, une fois qu'on a déterminé quel est le split qui est optimal pour les valeurs non manquantes, on va réintégrer les valeurs manquantes sur la feuille de droite ou sur la feuille de gauche et on va regarder quel est le score qui est le meilleur. Et le score qui est le meilleur va donner la direction par défaut pour les valeurs manquantes. Et donc tout ça me permet d'avoir un comportement par défaut qui soit vraiment pertinent et c'est une des forces de l'algorithme global XGBoost. Voilà. Là, j'ai remis toutes les références qui m'ont été utiles pour construire ce document. Donc encore une fois, ce document, il est consultable et téléchargeable gratuitement. Donc voilà, suivez simplement le lien que j'ai mis dans la description. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voyez des choses qu'il faudrait corriger ou à revoir dans ce document, il n'y a aucun souci. Et je vous remercie pour m'avoir suivi aussi longuement cette première vidéo. Je vous dis à bientôt.